Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un extrait de La Princesse de Clèves qui a été écrit par Madame de La Fayette en 1678. Il s'agit d'un roman historique qui est une des premières occurrences du roman psychologique aussi, puisque nous sommes invités à entrer dans la tête du personnage pour une des premières fois dans l'histoire de la littérature. Et dans ce roman, Madame de La Fayette va nous montrer la vie tumultueuse d'une femme qui s'efforce d'être vertueuse dans une cour qui ne l'est pas. L'extrait dont nous avons à parler aujourd'hui est tiré de la partie 1 et il s'agit de la description précisément de cette cour et de ce qu'il s'y passe. Je vous propose la lecture de ce texte. L'ambition et la galanterie étaient l'âme de cette cour et occupaient également les hommes et les femmes. Il y avait tant d'intérêts et tant de cabales différentes et les dames y avaient tant de parts que l'amour était toujours mêlé aux affaires et les affaires à l'amour. Personne n'était tranquille ni indifférent. On songeait à s'élever, à plaire, à servir ou à nuire. On ne connaissait ni l'ennui ni l'oisiveté, et on était toujours occupé des plaisirs ou des intrigues. Les dames avaient des attachements particuliers pour la reine dauphine, pour la reine de Navarre, pour madame, sœur du roi, ou pour la duchesse de Valentinois. Les inclinations, les raisons de bienséance ou le rapport d'humeur faisaient ces différents attachements. Ainsi donc, la description qui est faite de la cour semble la représenter de manière relativement négative. C'est un espace dans lequel règne l'agitation, même si cette agitation est sans désordre, et c'est un espace dans lequel va devoir s'intégrer progressivement Mademoiselle de Chartres, future Madame de Clèves. Et c'est ainsi que nous pouvons nous poser la question suivante, qui dirigera le commentaire linéaire de ce texte: en quoi la vie de cour modifie-t-elle la morale individuelle ? Pour traiter cette problématique, je découperai mon texte en 3 mouvements. Un premier mouvement de la ligne 1 à 7 dans laquelle on va nous décrire la cour de manière globale, puis de la ligne 7 à 17 où l'on s'attardera plutôt sur le comportement des femmes à la cour, et enfin dans un dernier effet de zoom, nous concentrerons dans les lignes 17 à 22 sur une femme en particulier, Mademoiselle de Chartres, par l'intermédiaire de sa mère. Je commence ainsi le commentaire. De la même manière que le roman, l'extrait s'ouvre sur 2 noms communs qui vont définir la cour du roi. Ces 2 noms communs, ce sera l'ambition et la galanterie. Ces 2 noms communs étant reliés par la conjonction de coordination à valeur adjonctive « et ». Ces 2 noms communs constituent la définition même de la cour, puisqu'ils en constituent l'âme. Ainsi, on peut penser d'une part à une personnification, puisque la cour étant immatérielle ne devrait pas avoir d'âme, ou alors on peut aussi penser au sens étymologique du mot âme, c'est ce qui anime. La cour est animée par l'ambition et la galanterie, et ce sens va être confirmé par la suite de la phrase et la deuxième proposition, et occuper également les hommes et les femmes. Donc cette cour est animée par les hommes et les femmes qui y vivent, et ces hommes et ces femmes sont eux-mêmes animés par l'ambition et la galanterie. Un élément intéressant ici sera la structure en parallélisme organisée autour justement de cette conjonction de coordination et ambition et galanterie, hommes et femmes. Première idée serait que le parallélisme s'appliquerait de manière stricte, c'est-à-dire que l'ambition caractériserait les hommes et la galanterie caractériserait les femmes. Cependant, la galanterie est plutôt une qualité masculine, et en cela, il faudrait attribuer l'ambition aux femmes. On se retrouverait alors non plus dans un parallélisme, mais dans un chiasme, figure qui sera d'importance dans notre texte. Dernière possibilité, et cela va être validé par l'adverbe également, l'ambition et la galanterie occupent aussi bien les hommes que les femmes. Et cette confusion générale de l'ambition et de la galanterie, des affaires politiques et des affaires amoureuses, est précisément ce qui va caractériser la cour. La cour est un espace confus dans lequel des gens, peu importe qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, s'occupent d'affaires politiques et s'occupent d'affaires de cœur. Et cette confusion généralisée est précisément celle qui va caractériser la cour. Cette confusion généralisée va se poursuivre donc sur l'intégralité de notre partie. De la même manière que les intérêts peuvent concerner aussi bien l'ambition que la galanterie, on peut avoir des intérêts politiques ou des intérêts amoureux. De la même manière, les cabales, il peut y avoir des cabales politiques ou des cabales amoureuses. Et cette confusion, qui repose sur des effets de sileps, va être accentuée encore par le retour de ces structures en parallélisme, tant d'intérêts, tant de cabales, là encore reliées par la conjonction de coordination « et ».
on quitte la définition générale des hommes et des femmes pour se focaliser, dans un premier temps, sur les dames. Les dames y avaient tant de part que l'amour était toujours mêlé aux affaires, les affaires mêlées à l'amour. Ainsi, s'il fallait trouver un responsable, finalement, de ces intérêts, ce seraient les dames, puisque les dames sont celles qui, en elles-mêmes, vont mêler précisément politique et cœur. Et on retrouve ici, du coup, dans la construction, le retour de la figure du chiasme. Amour, affaire, affaire, amour. Cette figure du chiasme qui va montrer finalement l'enfermement général de ces personnages à l'intérieur du système de cour. La cour conditionne les personnages qui y vivent tout simplement parce qu'ils y sont enfermés, ils ne peuvent pas en sortir, ils sont obligés d'agir en fonction de leur ambition et de leur galanterie. Ce premier effet de zoom s'estompe très rapidement puisqu'on va retourner à des sujets très généralisants. Personne, qui est ici un pronom négatif, puis toute une série de pronoms neutres. On songeait, on ne connaissait, on était. Un ensemble de sujets neutres ou indéfinis qui vont avoir pour but de montrer justement l'indéfinition générale des gens à l'intérieur de la cour. Indéfinition qui est là encore la preuve que tout le monde agit de la même manière. On retrouve toujours cette ambivalence syleptique dans les adjectifs, tranquille et indifférent, puisqu'on peut n'être pas tranquille ni indifférent amoureusement parlant ou politiquement parlant. Et l'action des personnages va être développée dans une énumération ternaire d'éléments positifs à laquelle va être ajouté un élément négatif par le biais d'une conjonction de coordination à valeur alternative. Donc on songe à s'élever, à plaire, à servir, 3 éléments positifs, ou alternative, à nuire. Le problème de cette alternative, c'est qu'elle peut s'appliquer finalement aux 3 verbes positifs de l'énumération. Et finalement, on est toujours dans cette confusion. On ne sait jamais ce qui est positif, ce qui est négatif, et éventuellement, ce qui est positif peut s'avérer en réalité, alternative, devenir négatif. C'est donc une cour qui est toujours dans l'action, qui ne connaît ni l'ennui ni la oisiveté, qui est toujours occupée à des plaisirs ou à des intrigues. C'est une cour qui se réfugie dans le divertissement, selon le terme de Pascal, un ensemble d'actions qui va venir pallier à sa condition mortelle. Et on termine du coup cette partie encore sur le retour de la figure du chiasme, puisque plaisir fait référence directement à galanterie et intrigue ferait directement référence à ambition. La cour est le lieu de l'enfermement, le lieu caractérisé stylistiquement par le chiasme. Je passe ainsi à ma deuxième partie avec du coup une focalisation plus précise sur les femmes de cour. Les dames qu'on a évoquées à la ligne 3 vont ici être spécifiquement décrites et elles vont être décrites dans leurs relations interpersonnelles et plus particulièrement leurs relations sociales par rapport à la tête de la cour finalement, à savoir les personnes royales. Premier élément intéressant, c'est que les attachements particuliers des dames se font uniquement pour des motifs politiques. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir l'ordre dans lequel les personnages royaux sont décrits. La reine, qui est l'épouse du roi, la reine dauphine, qui est l'épouse de l'aîné du roi, la reine de Navarre, qui est la fille du roi, Madame, c'est précisé, qui est la sœur du roi, et enfin la duchesse de Valentinois, qui est la maîtresse du roi. Donc l'ordre est précisément l'ordre de la bienséance qui sera invoqué à la ligne 9-10, les raisons de bienséance. Pourtant, les raisons de bienséance n'apparaissent qu'en deuxième dans l'énumération ternaire des raisons des attachements. Avant les raisons de bienséance, ce sont les inclinations qui passent. Plus que cela, les normes sociales vont disparaître, prises en étau entre les inclinations ou le rapport d'humeur, qui va venir aussi montrer la versatilité de ces attachements et qui va venir en fait dévaloriser finalement les raisons sociales. En fait, la raison sociale est inférieure à la morale sociale. Une morale qui est faite de volatilité, de versatilité. Et là encore, dans la structure des groupes nominaux, attachements particuliers, différents attachements, on retrouve toujours la figure du chiasme avec la postposition puis l'antéposition. Structure de chiasme dans les groupes nominaux que l'on va retrouver immédiatement après avec l'expression « les différentes cabales » qui reprend les cabales différentes de la ligne 3. La figure du chiasme et de l'enfermement à l'intérieur de la cour continue, de même finalement que la dissémination des 2 termes initiaux, ambition et galanterie, qu'on retrouve ici dans leurs synonymes ambition et envie. Simplement, ici, dans la première partie, tous les personnages étaient mis à égalité avec l'adverbe. Ici, les personnages sont montés les uns contre les autres.
comme va le montrer la préposition « contre ». Autant dans la première partie, tout le monde faisait la même chose, même si c'était des choses différentes, et ici, on se rend compte que tout le monde fait la même chose, mais les uns contre les autres. Et du coup, l'élément qui était plutôt positif va se teinter ici d'une dimension plutôt négative. Dimension négative qui va se confirmer par l'apparition du nom « jalousie », qui est clairement négatif et qui va reprendre ici la préposition « contre ». La dissémination sémantique se poursuit avec toujours la même structure de synonymie, la ferveur qui fait référence à l'ambition, les amants qui font référence à la galanterie, eux-mêmes étant redéfinis derrière, grandeur et élévation qui complètent ferveur, et ces autres intérêts, structure intéressante puisque d'un côté c'est flou avec l'adjectif autre, mais c'est aussi précis avec le déterminant démonstratif c'est. Ces autres intérêts, donc, moins importants mais qui n'étaient pas moins sensibles, et du coup ici l'adjectif sensible qui touche au sentiment nous montre qu'il s'agit d'intérêts amoureux. On arrive ici à une conclusion sur la cour, conclusion qui va être introduite par le connecteur logique. Ainsi, s'il fallait résumer la cour, ce serait une sorte d'agitation sans désordre. Là encore, on retrouve cette idée d'imprécision dans l'expression « une sorte de », cette idée d'opposition entre agitation et désordre qui pourraient être des synonymes, mais puisqu'ils sont reliés par la préposition « sans », ces synonymes deviennent des antonymes, et du coup, puisqu'ils sont à l'intérieur du même groupe nominal, ils constituent un paradoxe. Et le même système se retrouve juste après, très agréable mais aussi très dangereuse. Là encore, deux antonymes qui sont réunis à l'intérieur d'une structure en paradoxe très agréable mais aussi très dangereuse. On finit ainsi la partie sur une focalisation toute spécifique, théorique pour le moment, sur une jeune personne. Donc on passe de les femmes en général à une jeune personne qui va être introduite à la cour. Et cette jeune personne, qui n'est pour l'instant que théorique, va devenir une jeune personne physique. Ce sera notre troisième partie. Cette jeune personne physique, c'est précisément la fille de Madame de Chartres. Elle est introduite à la cour par sa mère, de la même manière qu'elle est introduite dans la phrase par sa mère, puisque Madame de Chartres est sujet et sa fille est objet. Ici, Madame de Chartres va avoir une posture de modèle, en quelque sorte, auprès de sa fille, ce qui va se traduire notamment par péril, qui va être introduit par le déterminant démonstratif ce, qui fait référence à tous les risques qui viennent d'être évoqués précédemment, ainsi que par le système de négation exceptive, ne que, qui va insister sur le soin qu'elle a de son enfant. Dans le rapport qu'elle a avec sa fille, on remarque ici, avec le système non pas comme, mais comme, une abolition du rapport hiérarchique. Elle refuse finalement la hiérarchie filiale pour se mettre sur un plan d'égalité, mais tout cela a pour but de permettre la confidence de toutes les galanteries qu'on lui dirait. C'est donc une stratégie qui vise à faire avouer une faute, puisque c'est précisément le principe de la confidence, c'est avouer une faute, et une faute qu'elle ne peut pas ne pas faire, comme le montre l'adverbe totalisant toute. Cette stratégie a un but et une raison. Le but, c'est de se conduire, donc c'est-à-dire de suivre le droit chemin, mais elle a aussi une raison, qu'il faut se conduire dans les choses où l'on était souvent embarrassé quand on était jeune. Et ici, le retour de ce pronom indéfini, on, à l'intérieur de la proposition subordonnée relative, va venir peut-être mettre un doute sur la moralité de Madame de Chartres. Peut-être qu'elle est parfaitement au courant du péril, justement parce qu'elle y a succombé à un moment dans sa vie, ce qui peut-être pourrait expliquer le fait qu'elle a dû quitter la cour à un moment. Pour terminer, on retrouve, là encore à la fin du texte, puisque on retrouve à la fin du texte l'adjectif jeune qui apparaissait à la ligne 17, une jeune personne, et l'adjectif embarrassé répond, lui, à l'adjectif très dangereuse, toujours à la ligne 17. On termine donc sur cette notion d'enfermement. Il est impossible de sortir de la cour et il est impossible de sortir du modèle de cour et de la morale de la cour, bien que celle-ci soit immorale. En quoi la vie de cour modifie-t-elle la morale individuelle ? Premièrement, nous avons vu que la vie de cour était caractérisée, et notamment grâce au rapport de synonymie et de syllèpes, par une confusion globale qui repose sur la futilité des rapports entre les personnages qui la constituent. Deuxième élément, c'est que nous avons vu dans le texte une progression du général au particulier qui va venir modéliser finalement la prévalence du collectif, même si cette prévalence est paradoxale, puisque si tout le monde fait la même chose, tout le monde le fait différemment, et plutôt que d'agir ensemble, on agit contre les uns les autres.
ce qui va venir charger la cour d'une connotation plutôt négative. À l'intérieur de cette cour, le seul modèle moral identifié va lui aussi se charger d'une connotation négative, puisque un doute est permis finalement sur la moralité parfaite qu'elle donne à voir. Enfin, la récurrence du chiasme comme figure de l'enfermement va venir modéliser le conditionnement des différents personnages qui évoluent à l'intérieur de la cour, conditionnement qui se fait principalement par l'émulation, le mot est dans le texte, ce qu'on appellerait aujourd'hui la pression des pairs. Les comportements sont immoraux, cependant, ils sont justifiés par leur caractère ordinaire. Et en cela, la morale individuelle semble incompatible avec la vie de cour. Pour ce qui est de la question de grammaire, vous m'avez demandé de traiter la valeur des temps du récit de la ligne 15 à 20. On appelle temps du récit l'imparfait et le passé simple, et cela constituera le plan de ma présentation. Je commencerai par le passé simple, le seul passé simple du texte, elle la pria, à la ligne 18, qui ici va avoir une valeur d'action de premier plan. Il y a une rupture dans l'imparfait qui est fortement majoritaire dans le texte, et il s'agit ici d'une prise de position, d'une action qui va changer définitivement le destin de Mademoiselle de Chartres. Pour ce qui est des imparfaits, j'en ai repéré 4 que je traiterai dans l'ordre chronologique. Il faut faire attention à ne pas confondre dirait avec un imparfait, puisque constitué d'un radical de futur, il s'agit ici d'un conditionnel. Il y avait une sorte d'agitation sans désordre dans cette cour. Ici, l'imparfait a une valeur d'habitude, puisque l'agitation sans désordre qui est décrite ici va synthétiser l'ensemble des comportements dont on a parlé dans les lignes qui précèdent, et qui du coup ont une valeur d'habitude, en tout cas les lignes précédentes insistent sur la valeur habituelle de ces comportements. Cela va permettre la définition de la cour, qui la rendait très agréable et très dangereuse, et c'est pour ça que j'attribue ici à rendre la valeur de description. Enfin, je vais attribuer à voyer et songer la valeur d'inachevé, tout simplement puisque tout du long de sa vie, Madame de Chartres est consciente du péril, et tout du long de sa vie, effectivement, elle ne songe qu'au moyen de garantir sa fille. Sa mort sera l'ultime moyen d'en garantir sa fille.